Après les espoirs nés du sommet du G7 à Biarritz, Emmanuel Macron se verrait bien en agent de paix entre Téhéran et Washington à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un pari aussi complexe que risqué pour le président français qui souhaite à tout prix donner une dimension internationale à son quinquennat. Élu maire du 7e secteur de Marseille en 2014, le sénateur Rassemblement National Stéphane Ravier se lance dans une nouvelle campagne pour les prochaines municipales. Un défi lourd à relever dans une ville qui souffre des maux du pays. 9 ans après la révélation de l'affaire, le procès du Mediator s'est ouvert ce lundi à Paris. Jusqu'au 30 avril 2020, le laboratoire Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament vont devoir se justifier de ce scandale sanitaire ayant fait plusieurs milliers de victimes. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron se rêve en colombe de la paix entre les États-Unis et l'Iran. Arrivé sur le sol américain pour l'Assemblée générale des Nations Unies, le président français va tenter de relancer le rapprochement entre les deux pays. Un pari loin d'être réussi. Olivier Frère-Jacques. Au ministre Zarif, et ce que j'ai dit par téléphone au président Rouhani, c'est que s'il acceptait une rencontre avec le président Trump, ma conviction et qu'un accord peut être trouvé. On en connaît les termes, les objectifs, mais il faut maintenant se mettre autour de la table et y arriver. C'était il y a un mois à Biarritz, lors du G7. Le président Emmanuel Macron s'affichait comme faiseur de paix dans la crise latente entre Washington et Téhéran. Une stature internationale que le pensionnaire de l'Élysée se cherche et a bien cru avoir trouvé lors de cette petite sauterie des grandes puissances mondiales. Le président Trump lui-même s'étant montré plutôt réceptif. If the circumstances were correct or the right, I would certainly agree to that. But in the meantime, they have to be good players. You understand what that means? And they can't do what they were saying they're going to do, because if they do that, they're going to be met with really very violent force. We have no choice. Un peu de bonne volonté, mais pas trop, mais surtout une condition préalable qui consiste à échanger dans des circonstances que Donald Trump veut convenables, en accusant Téhéran de l'attaque revendiquée par les Houthis contre les installations pétrolières saoudiennes. Les États-Unis ont clairement montré que les circonstances ne sont pas convenables à leur sens. Les tensions américano-iraniennes seront d'ailleurs le principal sujet de débat lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a ouvert ce lundi à New York. Une semaine après l'incident saoudien, les États-Unis ont même annoncé le renforcement de leur base déjà bien garnie dans la région. Donald Trump, de son côté, multiplie les provocations verbales comme à son habitude quand le ministre des Affaires étrangères perse n'est lui non plus pas en reste. En effet, Mohammad Javad Zarif affirme notamment qu'en cas de conflit, la guerre ne sera pas limitée. Le président iranien, le modéré Hassan Rouhani, s'est de son côté dit prêt à échanger avec son homologue états-unien. Un autre élément pourrait peser dans l'évolution du dossier, l'arrivée d'un nouveau Premier ministre israélien qui pourrait au moins légèrement rafraîchir les relations entre Washington et Téhéran, Donald Trump étant très proche de Benjamin Netanyahou qui n'est pas assuré de rester au pouvoir. Au milieu de tout cela, Emmanuel Macron va tenter de se faire une petite place, mais la fenêtre de tir est étroite et l'est même encore plus depuis les tracasseries pétrolières de l'Arabie Saoudite. Le président français va rencontrer ses homologues britanniques et allemands, tous deux partis à l'accord de Vienne. Difficile cependant d'imaginer ces deux États aller à contre-courant de l'avis américain. Puis viendront des entrevues avec Donald Trump et Hassan Rouhani. Un programme chargé et surtout un numéro d'équilibriste à jouer pour Emmanuel Macron. En effet, s'il entend se placer entre Téhéran et Washington, la proximité de la France avec l'Arabie Saoudite et son implication plus ou moins directe dans le massacre yéménite ne profitent pas franchement à un rôle de pacificateur. Stéphane Ravier veut ravir la cité phocéenne. 6 ans après avoir remporté la mairie du 7e secteur, le sénateur des Bouches-du-Rhône veut désormais déloger Jean-Claude Gaudin pour l'hôtel de ville principal. TV Liberté est au lancement de sa campagne, un reportage de Guillaume GS. Bonsoir et bienvenue au Florida Palace pour notre soirée de lancement de la campagne des élections municipales de mars 2020. Je suis venu voir Stéphane Ravier. Pour Stéphane Ravier. Pour soutenir M. Ravier. Pourquoi? Pour toutes ses idées. Faire revivre Marseille comme on l'a connu. Monsieur Ravier était mon maire, donc je suis là pour les soutenir. Je m'intéresse tout simplement à la politique, à ce qui se fait sans Marseille, tout simplement. Prenons conscience de la force que nous représentons à ce jour, car nous avons tendance à l'oublier trop souvent. Mais croyez-moi, nos adversaires, eux, ne l'oublient pas. Ah, franchement, il a très bien parlé. Son discours, il a dit tout ce qu'il allait faire à la place de M. Gaudin.
Parce qu'il y a des tas de choses. Marseille, on ne le reconnaît plus. C'est une ville dégueulasse. La drogue, les règlements de compte, il faut mettre fin à tout ça, quoi. Et il a eu raison de parler de Castaner, parce que ce n'est pas Castaner qui va mettre fin à ce qui se passe à Marseille. Hein. Le Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre, il est venu, il a envoyé 2 escadrons de CRS et ça a fait quoi? Ça a fait rien du tout. C'est pas ça qu'il faut faire. Ils se trompent, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Eh bien Marseille, on est envahi à Marseille. On a besoin de quelqu'un comme lui comme maire. Ah oui, il faut quelqu'un comme lui, franchement. Il faut que ce soit le Rassemblement national, sinon c'est pas possible. Il va se présenter puis il va mettre quelqu'un. Il a des chances de passer. Au niveau national, à nombre de voix, nous sommes arrivés premiers de la plupart des élections depuis 2014. Ceux qui vont nous rejoindre tout au long de la campagne, eux aussi sont animés par cette ambition. Car, comme le disait Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes. Je ne voudrais pas que Marlène m'appelle. Ce soir, je vais vous présenter ceux qui vont conduire les 8 listes municipales. Les violences qu'il dénonce, c'est vrai. Le côté patriote, je trouve ça dommage d'ailleurs que ça soit toujours assimilé à du racisme, etc. Alors que défendre la France n'est pas forcément synonyme de racisme. D'ailleurs, il a précisé de son meeting qu'il est ouvert à toutes les origines, juste qu'il défend Marseille telle qu'elle était avant. Il n'aime pas forcément ce que Marseille est en train de devenir, mais comme la plupart des Marseillais. J'adore ce pays, mais à Marseille, on a besoin d'une identité provençale, on a besoin de notre boule, la pétanque, la yoli, etc. Et là, on est en train de tout perdre, quoi. Je pense que le Rassemblement national a une vocation patriotique qui veut faire de cette très très belle ville et lui redonner son ADN et sa vraie valeur de convivialité, mais aussi de chrétienté et d'amour de son prochain, que certaines populations malheureusement n'ont pas tendance à partager avec notre communauté marseillaise. Le fait d'être marseillais, de le revendiquer, d'être présent pour nous, je sais que je voterai pour lui. Je suis convaincue. Je suis un Parisien arrivé à Marseille tout petit et je parle au nom de tous les Marseillais. J'aime ma ville, j'aime Marseille, c'est une ville qui doit redécoller. Aux amoureux de Marseille et les amoureux de Marseille, c'est nous. Un procès historique pour l'un des plus grands scandales sanitaires français. Ce lundi s'est ouvert à Paris le procès du Mediator, accusé d'être à l'origine de la mort de milliers de personnes, de quoi ramener sur le devant de la scène le rôle des laboratoires et de l'industrie pharmaceutique. Thibaut Bastide. Plus de 1000 victimes, 25 prévenus et plus de 6 mois d'audience. Voilà le décor du procès hors norme du Mediator qui s'est ouvert ce lundi à Paris. Principal accusé, le fabricant de cet antidiabétique prescrit à plus de 5 millions de personnes depuis les années 1970, les laboratoires Servier. Le groupe pharmaceutique et ses dirigeants de l'époque sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour tromperie aggravée avec mise en danger de la santé au préjudice des patients, mais aussi escroquerie, homicide et blessures involontaires. Et pour cause, développé et mis sur le marché en 1976 par les laboratoires Servier, le Mediator a été présenté comme un traitement contre le diabète de type 2, caractérisé par un taux trop élevé de sucre dans le sang avec surcharge pondérale. Son principe actif, le benfluorex, un dérivé de l'amphétamine, engendre un puissant effet coupe-faim. Très vite, la prescription du médicament a donc été détournée de son indication. Des milliers de patients ont ainsi pris ce médicament pendant plusieurs années pour limiter leur prise de poids. Ainsi, près de 5 millions de personnes en France ont utilisé le médicament sans en connaître réellement les effets et les premiers cas d'effets secondaires ne se sont pas fait attendre. Des hospitalisations par milliers, plus de 2000 interventions chirurgicales pour remplacer des valves cardiaques et réaliser des greffes de poumons et plusieurs centaines de morts. Au-delà de ce constat, ce procès mettant en cause le deuxième groupe pharmaceutique français sera aussi celui du fonctionnement de la haute administration de la santé et de ses relations parfois incestueuses avec l'industrie pharmaceutique. Des liens que connaît très bien le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, puisqu'elle a longtemps été rémunérée par les laboratoires pharmaceutiques Genzym, Novartis et Bristol Myers. Ainsi, dans l'affaire du Mediator, l'ex-agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, devenue depuis l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, se retrouve elle aussi sur le banc des accusés pour ne pas avoir vu
ou su retirer un produit dangereux alors qu'elle en avait le pouvoir et la parfaite connaissance du sujet. Preuve du malaise entourant cette affaire emblématique de santé publique. Servier a tenté d'étouffer le scandale en versant près de 140 millions d'euros d'indemnisation à plus de 3000 patients. Une goutte d'eau compte tenu de la poule aux œufs d'or que constituait le Mediator pour le laboratoire pharmaceutique. Une poule aux œufs d'or qui pourrait coûter très cher à Servier avec une facture pouvant se chiffrer à plus d'1 milliard d'euros. Cependant, cette note salée pourrait retomber sur les victimes et sur l'ensemble des contribuables. Servier étant bien décidé à incriminer l'État et ses fonctionnaires de l'Agence du médicament pour en débourser le moins possible. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. L'attentat avorté contre la cathédrale Notre-Dame de Paris au tribunal, 2 ans après la découverte d'une voiture piégée à côté du parvis. 5 femmes comparaissent au tribunal de grande instance de Paris, à quelques dizaines de mètres de la commission des faits. Autour de l'affaire plane également l'ombre d'un certain Rachid Kassim, soupçonné d'être le recruteur de ces femmes djihadistes. L'individu est toujours recherché, même si sa mort en Syrie a été envisagée à plusieurs reprises. Les Gilets jaunes de retour à Paris samedi à l'occasion du 45e samedi consécutif de mobilisation. Plusieurs milliers de manifestants ont battu le pavé, notamment dans la capitale où une convergence avec la marche pour le climat était attendue. 7500 membres des forces de police, des lanceurs d'eau et des véhicules blindés de la gendarmerie ont été déployés. 158 personnes au total ont été placées en garde à vue, soit le bilan le plus élevé depuis le week-end du 1er mai dans la capitale. Le parquet de Paris a décidé de faire notifier un rappel à la loi à 90 personnes, assorti pour un certain nombre d'entre eux d'une interdiction de paraître à Paris pendant une durée de 6 mois et 19 personnes ont été déférées au tribunal dimanche soir afin d'être présentées ce lundi au parquet en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. Parmi les nombreuses interpellations en marge de la manifestation des Gilets jaunes, un profil, celui de Nicolas C., arrêté pour outrage et rébellion. L'homme n'est autre qu'un capitaine de police. En effet, il n'était pas en service et se rendait sur les Champs-Élysées pour manifester avec les Gilets jaunes. Outré par le comportement de certains de ses collègues, Nicolas C. les aurait copieusement insultés avant d'être interpellé. Il a été placé en garde à vue et une expertise psychiatrique aurait été réclamée par les autorités. La généralisation de la PMA en ordre de marche. L'examen du projet de loi de la réforme sociétale du quinquennat Macron commence mardi à l'Assemblée nationale. Après le mariage homosexuel, ce texte est très critiqué par les organisations de défense des familles et le président de la République veut éviter à tout prix des mobilisations massives comme lors de la loi Taubira. Les anti-PMA pour toutes ont en tout cas reçu un écho surprise puisque l'Académie nationale de médecine a émis samedi des réserves sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, un avis symbolique qui ne changera pas la donne, mais que le mouvement Pro-Famille entend utiliser pour mobiliser pour sa manifestation du 6 octobre prochain. Pour cette réforme de la loi bioéthique, le gouvernement aura habilement manœuvré, car au-delà de la question de la PMA, c'est l'encadrement de la recherche embryonnaire et de la conservation des ovocytes qui sera bouleversé. Les agriculteurs se rebellent ce lundi. Dans une vingtaine de départements, des cultivateurs prévoyaient d'allumer de grands feux et de déverser des détritus et de la boue issue de stations d'épuration tous les soirs. Ils protestent contre la mise en place de zones tampons sans pesticides, les ZNT, à proximité des populations. En effet, le gouvernement a lancé une concertation à ce sujet avec une proposition de zone de 5 à 10 mètres d'espace avec les activités humaines. Une zone qui ne pèsera pas très lourd face au vent, notamment. Plusieurs syndicats d'agriculteurs expliquent que ces mesures auront un effet négatif sur les activités agricoles, déjà en crise depuis longtemps. Pour autant, les agriculteurs sont également les plus touchés par les effets négatifs des produits dits phytosanitaires. C'est la fin des vacances pour les clients de l'entreprise Thomas Cook. Le spécialiste britannique du tourisme doit rapatrier quelques 600 000 touristes à travers le monde, ce qui reviendrait, selon certains, au plus important déplacement de population civile depuis le conflit mondial du milieu du siècle dernier. Le voyagiste a annoncé ce lundi qu'il faisait faillite après avoir échoué à trouver des fonds nécessaires à sa survie. Créé en 1841, le tour opérateur était le plus vieux du monde. Il fait travailler 22 000 personnes à travers la planète, dont 9 000 au Royaume-Uni. L'entreprise se sera montrée incapable de s'adapter au nouveau marché et notamment à l'arrivée des voyages en ligne.
Geek au grand cœur, Z-Event, le marathon du e-sport, s'est mobilisé massivement, récoltant plus de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. Du 20 au 22 septembre, les gamers, les joueurs de jeux vidéo qui vivent dans un environnement parfois peu connu du grand public, ont montré qu'il ne manquait pas de ressources. Une mobilisation qui n'est pas passée inaperçue car même le président de la République a salué cette performance. Petit Ours Brun a perdu sa maman, Claude Lebrun, auteur des histoires de Petit Ours Brun, est décédée samedi à l'âge de 90 ans près de Rennes. Elle était atteinte depuis plusieurs années d'un cancer. Professeur de lettres, Claude Lebrun avait inventé le personnage Petit Ours Brun dans les années 70 et des dizaines d'histoires du personnage pour enfants ont été publiées dans le magazine Pomme d'Api à partir de 1975. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. TV Liberté vous propose un témoignage tout particulier. Michel Chiron explique comment il s'est libéré de l'emprise du diable. C'est un livre de témoignage et c'est un livre que j'ai vécu. Et voilà, c'est pour lutter contre cette idée-là qui n'est pas une idée qui vient de Dieu. D'ailleurs, quand on rencontre Dieu, on rencontre le diable. Je pense que c'est vrai, c'est exact. Padre Pio, tous les grands saints ont rencontré le diable, ont rencontré les forces, puissances des ténèbres. Alors, il y a un christianisme de l'intelligence aujourd'hui, qui remet en cause des choses pourtant réelles. On se croit intelligent en affirmant que le diable n'existe pas. C'est une hérésie pour moi. Et puis retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le journaliste économique Pierre Jovanovic pour sa première revue de presse de la rentrée. Et puis tout de suite, retrouvez aussi La France de Campagnole de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est à présent la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je vous ai promis de vous parler de l'action Apple de Gustave. C'était pas une blague. En 1987, il avait des actions Apple à $20. En plus, l'action s'est dédoublée en 87. Il en avait donc 2 fois plus. Et pendant l'année qui a suivi, il les a revendues avec un certain bénéfice. Sauf une qu'il m'a montrée et qui vaut plus de 10 fois son prix initial sur le marché boursier. Mais comme elle est sous verre et qu'elle est datée 87 avec des petites pommes dans les marges grises en haut et en bas et un gros tampon, elle vaut très cher, m'a-t-il dit. Je rappelle que Gustave est bouquiniste, mais c'est l'occasion de montrer combien dans une certaine génération et jusque chez les anarchistes socialisants de ces années-là, on croyait sincèrement au début à la vocation anti-Big Brother de ces grosses sociétés de la Silicon Valley. Disons que Gustavo à l'époque avait donné dans le panneau de l'Amérique New Age. Il avait de la famille à New York, il a travaillé dans un restaurant italien de l'un de ses oncles pendant 6 mois dans ces années-là, les années 80, et il croyait sincèrement que Steve Jobs, avec ses petits ordinateurs-là, allait rendre les gens plus libres. Ensuite, il m'a affirmé qu'il avait compris tout de suite, très vite, ce qui se passait 10 ans après, lors de l'arrivée de Google puis de Facebook. Et déjà, il m'a dit qu'Apple était devenu pire que les autres puisque ses ordinateurs s'étaient refermés de plus en plus sur le secret, sur l'assistance client du genre « faites comme on vous dit et n'essayez pas de comprendre », sur la communication délirante, sur une marge commerciale éhontée, sur une obsolescence très rapide, trop rapide, pendant que les ouvriers chinois, eux, étaient toujours plus nombreux à travailler pour un salaire minable, dont la moitié passait dans le logement et la nourriture. Mais pour le reste, pour Google et Facebook, il m'a affirmé que la dérive actuelle, eh bien, il l'avait prévue. Alors je lui ai demandé de préciser quelle dérive,
bien que je le sache quand même un peu. Mais moi, je pensais plutôt au monopole, au côté optimisation fiscale, etc., au côté GAFA. Alors que lui, pas du tout. Enfin, pas d'abord. Il pensait, lui, d'abord à la façon dont Google et Facebook étaient intervenus directement pour favoriser l'élection d'Emmanuel Macron en France. Alors, je lui dis, parle plus bas, on pourrait nous entendre. On pourrait te prendre pour un complotiste, par exemple, un gilet jaune. Et nous étions au café et le patron qui passait a dit, mais c'est fait depuis longtemps. Vous riez, a dit Gustave, mais moi je maintiens que Macron a été élu notamment grâce à une conjuration de Google et de Facebook qui ont trafiqué les résultats de recherche et les référencements. Il n'y a aucune raison que pour les élections européennes d'ailleurs et pour demain pour les municipales, ça ne se passe pas de la même façon. Ces grosses boîtes sont capables de peser sur l'opinion de manière très grave. Pour ce qui est de Campagnol, petite parenthèse, j'ai quand même un témoignage à apporter. Il se trouve que j'avais trouvé intelligent en avril 2017 de copier tous les soirs sur un site Facebook nommé Campagnol, la chronique du jour, celle-ci, sans autre commentaire. Et ben après un mois, juste avant l'élection, Facebook a supprimé le compte sans explication. Mais de là, on pensait que c'était spécifiquement pour ratisser l'allée sous les pieds du candidat Macron. J'allais quand même pas donner dans la paranoïa à ce point-là. Eh bien, je vous propose 20 secondes d'interview de Julian Assange que m'a envoyé Gustave sur mon téléphone. Eh bien, c'est terrifiant parce qu'on peut pas douter que que Julian Assange soit mieux informé que le patron du bar. Et si ça se trouve, ces sociétés balancent en ce moment même tout ce qu'elles savent sur les gilets jaunes à la DGSE. J'en profite pour prendre congé de vous. Abonnez-vous, merci. Voici Assange. Feeling the heat of criticism. Facebook and Google decided to explicitly intervene in the French election. That is to say explicitly that they were setting up a mutual task force to prevent the spreading of what they called fake news during the French election. Les Anglais, nos meilleurs ennemis. Ils boivent du bon vin, c'est bien, mais avec des nouilles frites, c'est moins bien. Ils nous collent des raclés au rugby, c'est agaçant. Mais malgré tout cela, on les aime bien, au moins en ce moment. Pourquoi ? Parce que dans notre monde englué dans le politiquement correct, ils osent encore des choses culottées. Et cela fait du bien de voir que quelque part en Europe, il y en a qui sont encore capables de secouer le cocotier, ou plutôt le parapluie. Prenons un exemple. Le vote non au Brexit en 2016. Quelle joie que d'avoir pu contempler les européistes manquer de s'étouffer à l'annonce du résultat. Vous me direz, mais nous aussi, nous avions bien voté non en 2005. Sauf que si ma mémoire est bonne, Sarko & Co s'est par la suite gentiment et tout traîtreusement assis sur le vote. Tandis que là, non seulement les Britanniques votent le Brexit, mais en plus, ils essayent d'aller jusqu'au bout. Dans une gigantesque cacophonie, encore plus compliquée à comprendre que les règles du cricket, on est d'accord. Mais enfin, on respire un peu, ça bouge. Frisson de bonheur également lorsque Boris Johnson suspend le Parlement pour 5 semaines. Histoire d'y voir un peu plus clair. Cri d'horreur des éditorialistes. On assassine la démocratie. Mais pour les Britanniques, qui survivent très bien sans constitution depuis 800 ans et des brouettes, tout cela est franchement à relativiser. Tout d'abord, Boris Johnson a parfaitement le droit de faire ce qu'il a fait. Ensuite, il laisse du temps pour discuter avant la suspension, et puis il laisse du temps pour discuter après la suspension. Après ça, vote de défiance, recours en justice, dissolution, démission, élection, en gros, tout est possible et finalement, nous nous demandons si ce n'est pas cela la politique, la vraie, c'est-à-dire la politique en toute liberté, ce que font les Anglais quand nous ne savons plus le faire. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.